Donc la résolution des problèmes de droit, donc c'est notre séance d'aujourd'hui. On va parler des différents types d'exercices pour résoudre des problèmes de droit. Donc on va commencer par le commentaire d'arrêt, qui est l'exercice phare des études de droit. Surtout, c'est un exercice qui n'existe pas dans les autres matières, puisque c'est un commentaire d'une décision de justice. Il faut savoir également que la structuration des arrêts de la Cour de cassation marocaine sont exactement les mêmes que ceux de la Cour de cassation française. D'accord? Donc, quand quelqu'un vous dit « oui, vous étudiez des arrêts qui viennent de la Cour de cassation française », peu importe, la structure est la même, c'est juste la langue qui change. Alors, je ne sais pas pourquoi il bug. Allez, allez, allez. Ok, bon bah super, maintenant ça apparaît mieux. Alors, voici la liste des exercices de droit. Le premier s'appelle la glose. Gloser, en ancien français, ça veut dire commenter. Donc, c'est le commentaire d'article, c'est le commentaire de texte de loi, c'est le commentaire de convention internationale, c'est le commentaire, en fait, de tout texte juridique. Ensuite, vous avez, alors, quand on parlera de la glose, on reviendra sur les techniques des techniques de raisonnement qu'on a vues la semaine dernière. D'accord? C'est sur ces techniques de raisonnement, d'interprétation. Donc, c'est pour ça qu'il y a une continuité entre les cours. Donc, chaque cours vous sert pour le suivant. Et à la fin, vous avez tous les outils nécessaires pour résoudre les exercices en droit. D'accord? C'est pour ça que c'est l'avant-dernier cours, quasiment. Donc, il y a la glose, il y a le commentaire d'arrêt, il y a ensuite le troisième qui est le commentaire d'affirmation, qui est un nouveau type d'exercice qui a commencé dans les facultés françaises, qui a été créé par Jean-Sylvestre Berger, qui est un grand professeur qui est très axé sur la méthodologie. Et donc, il a créé cet exercice-là, le commentaire d'affirmation. Et en plus, le commentaire d'affirmation, il apparaît comme une excellente alternative à la question de cours. Peut-être que la question de cours, ça vous paraît facile. Vous dites, ah ben je vais apprendre mon cours, et puis un point, c'est tout. Mais en réalité, c'est un faux prétexte. L'idéal, c'est de peut-être demander à l'étudiant de connaître son cours, ce qui est un impératif, mais en même temps, il faut que je lui demande de réfléchir. Parce que l'étudiant en droit, il n'a pas vocation seulement à cracher du cours, c'est pas ça. Ce qu'on a besoin, c'est un étudiant qui réfléchit. Ensuite, il y a la dissertation, mais je ne vais pas la traiter aujourd'hui parce que c'est le système que vous avez vu au lycée. C'est la rédaction classique, sauf que je vais l'adapter au droit. On va plus se focaliser sur vraiment les exercices qui sont spécifiques au droit. Vous avez le cas pratique, ça aussi vous avez déjà dû le voir. On part d'un cas qui est fictif ou réel et on essaye de le résoudre. Ensuite, il y a l'autre technique, pareil, c'est un nouvel exercice qui a commencé à se faire dans les universités, c'est le cas pratique inversé. Et donc, on va voir tous ces exercices aujourd'hui. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas la possibilité de faire avec vous ces exercices-là en petits groupes, qu'on puisse les discuter. Ça, c'est le rôle du TD. D'accord? C'était en TD qu'on faisait les commentaires d'arrêt. Quand on arrivait, déjà en première année, on s'exerçait à la fiche d'arrêt. Exactement. On était en petit comité, on avait un chargé de TD qui était un doctorant. D'accord? Et donc, le doctorant travaille avec nous ces exercices de droit à la matière qu'on étudie. Par exemple, à l'introduction à l'étude du droit, vous allez avoir un chargé de TD qui va travailler avec vous ces exercices-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Mais ici, je vais vous donner les clés pour faire ces exercices. Vous n'êtes pas à l'abri de passer un concours
où ils vont vous demander ce type d'exercice, ou peut-être vous allez candidater dans une université étrangère et il y aura ce type d'exercice à la faculté. Et j'ai des étudiants qui ont obtenu leur licence ici au Maroc, qui ont continué leurs études en France et chaque fois ils me contactent et ils me disent « Madame, on n'a pas fait assez de commentaires d'arrêt. Vous nous avez donné la méthode, mais on n'a pas eu le temps de pratiquer. » Et puis là-bas, un étudiant en deuxième année, pour lui, c'est normal d'avoir un examen avec un commentaire d'arrêt. D'accord? Donc, il y a des différences. Je vous donne tous ces types d'exercices en vue déjà de les appliquer. Le cas pratique, vous pouvez l'avoir dans d'autres matières, mais pour les autres, ce sera peut-être vu dans une autre université, peut-être à l'étranger. Alors, on va commencer par le commentaire de texte, c'est-à-dire le commentaire d'article. C'est-à-dire le texte de loi, de commenter un texte de loi, de commenter une convention internationale, de commenter une constitution, de commenter tout texte normatif. D'accord? Tout texte normatif. Ça peut être un arrêté, ça peut être une circulaire, ça peut être... voilà. Vous pouvez même commencer à commenter, par exemple, un projet de loi. Et rappelez-vous ce qu'on avait fait la semaine dernière. Quand je vais commenter un texte de loi, en fait, en réalité, je vais interpréter. Et donc, je vais utiliser les techniques qu'on a vues la semaine dernière pour l'interprétation. D'accord? Si le texte est clair, si le texte n'est pas clair, il faut que je vois le texte où il est situé dans le code, quel est son environnement. Il y a, par exemple, le fait de savoir est-ce que je vais faire du mot à mot, est-ce que je vais... Voilà, vous vous rappelez, on avait vu tout ça la semaine dernière, exactement. Donc, c'est un exercice d'interprétation de la loi. Donc, interpréter la loi, ça peut être une question, interpréter ce texte, l'article, je sais pas moi, l'article 77 du DOC, à la lumière de l'évolution de la jurisprudence en matière de responsabilité. D'accord, l'article 77, c'est l'article qui... dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui s'oblige à le réparer. D'accord? Exactement. C'est l'obligation de réparer le dommage qu'on cause à quelqu'un. Où il se trouve? Il se trouve dans la partie sur la responsabilité extra-contractuelle. Donc, ça veut dire qu'il y a une responsabilité contractuelle. Vous avez également, dans ce bloc-là, vous avez ensuite des mécanismes de responsabilité délictuels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat, mais qui sont liés par exemple au fait qu'il y a quelqu'un qui est responsable d'une autre personne et que cette personne commet une faute, d'accord? Donc ça aussi, c'est dans la continuité. On comprend que cette règle-là, c'est la règle générale, d'accord? Et qu'il y a des règles spécifiques. Bon, je vous dis ça rapidement parce que j'aurais aimé faire un commentaire d'article en détail, mais c'est pour vous dire que je dois me fixer par rapport à l'endroit où est posé l'article en question que je dois commenter. Pourquoi le législateur il a posé cet article-là? Est-ce qu'il est arrivé en même temps que le DOC en 1913 ou est-ce qu'il a été rajouté avant? Quels étaient que voulait le législateur, c'est-à-dire protéger les individus? Ça veut dire que si quelqu'un il cause un dommage à autrui, l'autre il a l'obligation du fait de la loi et pas de sa volonté à lui de réparer le dommage. D'accord? Donc c'est un texte, je dois l'étudier dans sa globalité. Donc on avait vu téléologique et exégétique, donc on reprend ça également dans le commentaire d'article, dans la glose. Il faut analyser des fois mot à mot, examiner le champ lexical. Peut-être je vais prendre l'article, je vais le décomposer en trois. Je vais estimer qu'il y a trois parties. Il y a des notions à définir, il y a d'autres notions à mettre en lien avec d'autres articles, par exemple. Donc ça, c'est à vous de voir quand vous allez faire le commentaire d'article. L'interprétation, quand on fait des interprétations, vous vous rappelez, il y avait l'interprétation qui est subjective, il y a l'interprétation qui se fonde sur la finalité du législateur, c'est-à-dire ce que voulait le législateur quand il a fait cette disposition.
Alors, c'est tous ces éléments-là qui vont vous permettre de faire un commentaire d'article. D'accord? Je sais que ça paraît quand même abstrait, mais ces exercices-là, vous allez en avoir besoin. Parce que pour commenter un article, vous allez le faire de manière automatique quand vous allez faire le commentaire d'arrêt, quand vous allez faire le cas pratique. Vous serez obligé d'interpréter et de commenter de manière indirecte et pas de manière totale comment ça s'appelle, le commentaire d'article. Vous n'allez pas faire avec des parties et tout ça, mais vous allez quand même faire un travail préparatoire d'interprétation de l'article pour pouvoir le comprendre et après pour pouvoir l'utiliser. Donc, l'approche pragmatique, ce serait cette approche exégétique dans le sens où je vérifie ce que voulait le législateur. D'accord? Donc, le commentaire d'article, c'est pas très demandé. Parfois, on le trouve dans des concours. D'accord? À la faculté, les profs, ils posent pas trop ce genre de commentaires, mais vous pouvez l'avoir. On vous dit commenter l'article 240 du DOC, par exemple. Donc, c'est un exercice à connaître. Simplement, vous allez identifier la structure, vous allez essayer de la décomposer. Ensuite, vous allez essayer de trouver une problématique, soit en montrant que cet article, par exemple, n'est plus en phase avec les exigences actuelles. Peut-être qu'il est devenu hors d'usage. Peut-être que dans d'autres pays, cette disposition a disparu. D'accord? Quelle est l'origine de cette disposition? Est-ce qu'on peut encore se fonder sur cette disposition? D'accord? Il y a beaucoup de questions à se poser et c'est ce qui va vous permettre de commenter le texte dans le temps. Par exemple, si vous choisissez cette approche par rapport à la temporalité de l'article. La nécessité de commenter les textes normatifs, c'est parce que on va demander à l'étudiant de faire un exercice de raisonnement pur. Donc, rappelez-vous les types de raisonnement qu'on a vus la semaine dernière. Donc, les raisonnements à contrario, raisonnement analogique. Donc, il y a cette typologie des raisonnements que je vais utiliser à nouveau pour commenter l'article en question ou n'importe quoi, la Convention internationale ou même un projet de loi. Donc l'étudiant, il va essayer de comprendre le sens de l'article. Mais aussi, il faut qu'il lui présente l'arrière-sens. Donc il va essayer de découvrir quelle était l'utilité ou l'intérêt de cette disposition. Pourquoi elle a été mise en place et quel est l'intérêt qui est recherché par le législateur. Donc aussi, quand je fais un commentaire de texte, par exemple, si je constate que l'application dans le temps d'une disposition commence à causer problème, eh ben, je vais, dans le commentaire, essayer de poser les cas, donc les cas de faits, c'est-à-dire des faits, des cas d'espèces, comme on dit, où cette application a posé problème. Et c'est exactement le cas qui se pose actuellement avec la réforme du Code de la famille, où un ensemble d'acteurs présentent en fait des commentaires des dispositions de loi et ils essayent de démontrer que ces dispositions ne sont plus en phase avec l'évolution de la société. Par exemple, le mécanisme de la tutelle. D'accord? Il faut savoir que quand vous ferez votre cours de droit de la famille, en droit marocain, la femme la femme divorcée n'a pas la tutelle de l'enfant. La tutelle reste toujours au père. La femme, andal hadana, ça veut dire la garde, mais elle n'a pas la tutelle. Aujourd'hui, la femme garde l'enfant et elle a des responsabilités au niveau médical, au niveau de l'administration, au niveau de la scolarité. Et donc, le fait qu'elle n'ait pas la tutelle l'empêche de prendre des décisions dans l'intérêt de l'enfant. Donc là, les acteurs ou les juristes ont démontré ces articles-là, qui étaient hors du temps. D'accord? Au regard des évolutions de la société.
ce sont des commentaires d'articles. Pour dire au législateur qu'il faut changer ces articles, il faut que je les commente. D'accord? Pareil, il y en a qui ont proposé la suppression de la polygamie. Pourquoi? Donc, ils se fondent sur les difficultés qui sont liées au fait qu'un homme obtienne le droit de se remarier. Ils se fondent également sur l'inadéquation de cette disposition par rapport aux conventions internationales. Donc là aussi, on commente. On commente aussi par rapport à d'autres droits. On commente également par d'autres conventions que le Maroc a signées. Vous avez fait votre cours de droit constitutionnel. Vous savez que dans le préambule de la Constitution de 2011, il est consacré la primauté du droit international sur le droit interne. Donc quand vous faites aussi un commentaire sur un article, il faut vérifier que si cet article n'entre pas en contrariété, par exemple, avec le droit international. Et c'est ce qui s'est passé pour un certain nombre de dispositions que l'on a dans notre droit marocain, qui sont contraires, d'accord, avec des conventions internationales qui ont été signées par le Maroc. Donc vous voyez l'intérêt de commenter. Je peux commenter par rapport à la société, je peux commenter par rapport à l'application, je peux commenter par rapport à l'environnement, je peux commenter par rapport aussi au droit comparé et au droit international. D'accord? D'où l'utilité de savoir commenter, utiliser ces types de raisonnement. Alors, comment se passe le commentaire? Donc, quelle est la démarche à suivre? Vous savez très bien, on est des juristes, on a une certaine rigueur à suivre, on ne peut pas laisser place à l'improvisation. Donc, on a déjà, dans un premier temps, il faut faire une analyse de l'article, donc de l'environnement, je vais dire, textuel. Où est-ce qu'il se trouve? Est-ce qu'il est dans un code? Est-ce qu'il n'est pas dans un code? Par exemple, vous avez des fois dans la législation marocaine, vous avez une matière qui est dispersée, éclatée entre plusieurs textes juridiques. Je vous donne un exemple, j'enseigne le droit foncier. Le droit foncier, vous avez des textes qui sont dans le DOC, vous avez des textes qui sont comme ça, des daïrs, 1913, 1919, vous avez l'ancien code foncier de 1915, vous avez le code des droits réels. Qu'est-ce que ça vous donne? Quelle est l'image que vous avez de ces textes? C'est qu'ils sont éclatés. Et donc là, si par exemple je dois commenter un article de la loi, par exemple, je sais pas, sur l'immatriculation des immeubles, eh ben, je vais bien expliquer qu'il n'y a pas un droit uniforme, il n'y a pas un code foncier ou un code pour le droit foncier, comme c'est le cas dans d'autres pays. D'accord? Donc là aussi, je commence à argumenter, je commence à réfléchir. Je dis, mais pourquoi ces textes, ils sont comme ça fait une nébuleuse de textes pour une seule matière. Donc là, je suis dans la réflexion. Là, je commence à critiquer, là, je commence à analyser. Des fois, il y a des articles qui sont mis dans des textes et des fois, ils ne sont pas à la bonne place. Et donc ça, il faut le dire. Il faut avoir cet esprit critique. Cet article, par exemple, il y a eu une réforme sur les violences faites aux femmes. D'accord? 2019, je crois. Ça a été mis à la fin du code, dans une partie, comme si on l'avait rajouté à la fin. Il n'a pas de cohérence avec les textes qui étaient avant et ceux qui le précèdent, en quelque sorte. D'accord? Donc ça aussi, ça fait partie de l'analyse, ça fait partie de la critique. Il faut juste critiquer, mais avec les bons arguments. Ok? Aussi, par exemple, vous avez, par exemple, dans la Constitution 2011, vous avez un article, vous l'avez vu en droit constitutionnel, je crois, ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité. Ça veut dire quoi, l'exception d'inconstitutionnalité? Alors, en fait, presque, mais qui est presque. Ah, les amendements, ça c'est au début quand on est en discussion, quand le projet de loi il n'a pas encore été adopté. Là, on va reprendre vite fait. Vous avez le contrôle de la loi, le contrôle de constitutionnalité qui se fait soit a priori, c'est-à-dire avant que la loi elle soit adoptée, ou a posteriori,
Et ça se fait par qui? Non? La Cour constitutionnelle. Mais qui saisit la Cour constitutionnelle? Alors, je vous explique. Le principe comme ça, on va aller rapidement. Le principe l'exception d'inconstitutionnalité, c'est une disposition qui a été prise au droit français, qui est la question prioritaire de constitutionnalité. La QPC, exactement. Donc, en fait, nous, citoyens, si on a une loi, si on a un article, si on a une disposition dans un code, dans une loi qui porte atteinte à mes droits, j'ai la possibilité, devant le juge judiciaire, par exemple, de dire, voilà, l'article qui s'applique à ma situation est contraire à la Constitution. Donc là, à ce moment-là, le juge va surseoir à statuer et il va renvoyer, comme cette question prioritaire de constitutionnalité, il va soulever l'exception d'inconstitutionnalité. À ce moment-là, le juge, il va surseoir à statuer, d'accord? Et le juge constitutionnel va prendre le relais. Et il va regarder si effectivement, cette loi porte atteinte à cette personne. D'accord? Pour l'instant, cette disposition existe, mais il manque son application. Pourquoi là aussi, ça peut être un sujet de commenter cet article. Je crois que c'est l'article 132, un truc comme ça, de la Constitution de 2011. Pourquoi? Parce qu'on va se dire, pourquoi avoir mis cette disposition, qui date de 2011, et pourquoi aujourd'hui, on est en 2023, on n'est pas à même de l'utiliser? Est-ce que ça remettrait en cause un certain nombre de dispositions? Ou peut-être que le législateur estime qu'il va inventorier les dispositions qui seraient peut-être inégalitaires, je ne sais pas, en matière d'égalité homme-femme, avant de permettre peut-être cette réforme. Donc toutes les hypothèses sont possibles et vous, en tant que juriste, vous devez formuler ces hypothèses. D'accord? Si par exemple quelqu'un, il estime que il subit une inégalité qui est admise par la loi, il pourra soulever cette question prioritaire de constitutionnalité. Il va dire, dans la Constitution, qu'est-ce qu'on a? Le principe de non-discrimination, le principe d'égalité des sexes. C'est sur ça que se fondent ceux qui demandent la réforme du Code de la famille, parce qu'ils demandent une adéquation des textes du droit de la famille, d'accord, du Code de la famille, avec la Constitution et avec le droit international. Oui? L'abrogation, oui. L'abrogation de la loi. Si par exemple, ils ont fait une nouvelle loi, ils le disent déjà dans la loi que les autres dispositions seront abrogées. D'accord? Des fois, tu as des dispositions qui sont temporaires. Par exemple, la loi, elle sera applicable que pendant une dizaine d'années, 5 ans. D'accord? Donc, il y aura une abrogation quasi automatique. Il est possible que quand le législateur fait une nouvelle loi et qu'il sait qu'elle va rentrer en contrariété avec une autre disposition, à ce moment-là, il fera une abrogation. D'accord? Mais donc vous voyez l'importance de faire le commentaire d'article. Ensuite, deuxième chose. Là, je suis partie à l'extérieur. En quelque sorte, j'ai gravité autour de l'article. Maintenant, je vais retourner à l'article. Je vais essayer de faire ce qu'on appelle du séquençage. Chaque ligne, chaque mot, je vais essayer de le décomposer. Je vais essayer de le définir. Je vais essayer de trouver les liens qu'ont, par exemple, les groupes nominaux, le champ lexical, voilà. Je vais essayer de les réunir. Est-ce que ça va avec ça? Tout fait de l'homme. L'homme, c'est qui? C'est les individus, mais fait de l'homme. Donc c'est l'homme, celui qui a plus de 18 ans. Ça veut dire que sont exclus les incapables, sont exclus les mineurs, les majeurs incapables. D'accord? Il y a aussi, par exemple, le fait de l'homme. Un fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose qui n'est pas défini. La faute aussi, par exemple, qu'est-ce qui peut être considéré comme fautif? La qualification de la faute, il faut que ce soit une faute grave ou des fois, on sait que la simple implication vaut faute.
Donc ça aussi, c'est des notions qu'on doit analyser dans l'article. Ensuite, les connexions, d'accord? Donc là, j'ai zoomé sur l'article, je refais, j'enlève le zoom et je remonte au niveau des connexions, des implications que peut avoir le texte avec d'autres normes, que ce soit des normes de droit interne ou avec des normes de droit international. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Est-ce que mon texte, il est pertinent, il est en adéquation avec la Constitution? Rappelez-vous la pyramide de Kelsen. Chaque norme tire sa légitimité de celle qui lui est au-dessus. Et ça aussi, c'est important de le voir dans la glose. Et également, pour terminer, vous faites un récap par rapport aux méthodes d'interprétation qu'on avait vues la semaine dernière, si le texte est flou, si le texte est clair, s'il y a besoin de revenir aux travaux, par exemple, préparatoires du texte. Donc ça, c'est à reprendre. Voilà la démarche de la glose, voilà la démarche du commentaire d'article. Il faut savoir que ces techniques-là, vous devez les avoir même si vous n'allez pas faire de commentaire d'article ou vous n'allez pas gloser. Pourquoi? Parce que vous allez en avoir besoin pour appliquer des règles de droit à des cas d'espèce. Donc, quoi qu'il arrive, la technique, vous devez l'avoir, même si vous n'allez pas rédiger un commentaire d'article dans sa globalité. OK? Donc, voilà pour le commentaire. On va passer maintenant au commentaire d'arrêt. Mais avant de commencer au commentaire d'arrêt, je vais vous donner l'utilité du commentaire d'arrêt. Pourquoi je fais un commentaire d'arrêt? Parce que je vais considérer que la jurisprudence est quoi? Est une source, très bien, vous l'avez vu avec Oustad Idrissi. C'est une source du droit, exactement. Et la jurisprudence, elle vient pallier la loi quand il y a des vides. La jurisprudence aussi est créatrice de normes. Il y a énormément de principes, de grands principes qui ont émergé dans la jurisprudence. Et des fois, le législateur, il dit, je n'ai même pas besoin de le mettre dans un texte de loi ou dans un article d'un code. Il a déjà son existence légale. D'accord? Du fait simplement de la jurisprudence. Donc la jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions qui sont rendues par les tribunaux. Mais un arrêt, une décision, c'est une solution à un problème de droit. L'intérêt d'étudier un arrêt ou un jugement, c'est qu'on peut trouver dans cet arrêt une rupture, peut-être, ce qu'on appelle un revirement de jurisprudence par rapport à la jurisprudence qui était appliquée anciennement par les tribunaux. Le problème au Maroc, c'est qu'on a une absence de visibilité de la jurisprudence. Actuellement, la Cour de cassation a mis en place un portail où vous pouvez accéder aux arrêts de la Cour de cassation. D'accord? Donc ça, c'est nouveau. Mais ce n'est pas l'équivalent de ce qu'il y a, par exemple, sur Légifrance. Légifrance, vous avez toute la jurisprudence. Et donc, peut-être que d'ici quelques années, il y aura un site étatique du ministère de la Justice qui va répertorier toutes les décisions de justice. Et on en a besoin parce que comme ça va permettre une meilleure étude de la jurisprudence. Là, on a une étude qui est éclatée. Il faut un effort considérable pour trouver les décisions de justice. Donc, quand tu envoies tes étudiants chercher une décision de justice, c'est comme s'ils faisaient une expédition. Ils vont demander à des avocats, ils vont dans les tribunaux. Certains tribunaux, dans certains tribunaux, il y a des revues. Donc à ce moment-là, ils peuvent avoir des arrêts. Ils demandent un peu à tout le monde. Donc c'est pas facile. Vous avez le site de Bassemet qui est disponible en ligne où vous avez des arrêts répertoriés, cour d'appel et cour de cassation. Et vous avez aussi, grâce à votre identifiant e-ressources de l'IMIST, vous pouvez accéder. Il y a le lexis.ma et vous avez le Lexis 360, c'est le monde entier. Mais lexis.ma, c'est celui qui concerne le Maroc. Et vous avez, il commence à collecter la jurisprudence.
Donc, rappelez-vous de cet adage qu'on verra aussi dans la partie initiation juridique, à la culture juridique. La loi ne peut pas tout prévoir. Donc, comme elle ne peut pas tout prévoir, c'est le rôle secondaire, je dirais même au-delà de ça, c'est un rôle primaire, primordial de la jurisprudence. C'est un rôle, la jurisprudence est un législateur. Sinon, on n'aurait pas en fait, comment on appelle ça? On n'aurait pas cette étude des arrêts, on n'aurait pas l'importance qu'on donnerait dans notre droit à la jurisprudence. Et si vous regardez par exemple dans la législation américaine, il y a une part importante du droit, je veux même dire même les 3/4 du droit qui repose sur le precedent, ça veut dire la jurisprudence qui a été décidée avant. Donc voilà, donc nous on est plutôt dans un système juridique qui est fondé sur les textes de loi. On donne une importance relative à la jurisprudence, mais en réalité la jurisprudence est un législateur parce qu'il y a plein de principes qui ont émergé grâce à la jurisprudence. Alors le caractère normatif de la jurisprudence, alors je vous ai déjà parlé du doyen Carbonnier. Il expliquait que toute décision particulière contient en elle des virtualités de généralisation. Donc cette phrase, elle porte tout en fait, parce qu'elle explique que même si une décision elle est rendue dans un cas d'espèce, dans un cas particulier, eh ben on pourra toujours en tirer un principe général, exactement. Donc pourquoi il faut dire que quand j'étudie la jurisprudence, en quelque sorte, j'étudie une norme de droit. Donc la répétition, par exemple, de certaines décisions de justice, que nous, on va appeler une continuité de la jurisprudence. Ça veut dire que les juges rendent des sentences, qui rendent des jugements ou des arrêts qui sont similaires. Donc on a une continuité. Et parfois, vous avez des arrêts de principe, de grands arrêts qui apparaissent. Vous avez des fois des arrêts qui bousculent tout. Des fois, vous avez des décisions de justice et elles ont un effet retentissant. Rappelez-vous le cas du tribunal de Tanger où une femme avait demandé une pension alimentaire pour un enfant naturel, donc né hors mariage. Et le juge s'était fondé sur la convention de New York sur les droits de l'enfant pour permettre à l'enfant d'obtenir une pension alimentaire. Et donc ça a tout bousculé. Des fois, le juge, il a envie de bousculer en quelque sorte les choses. Et il sort cette décision de justice qui marque une rupture avec les autres décisions qui étaient rendues avant. Et vous avez parfois des décisions qui font couler beaucoup d'encre. Bon, celle-là, par exemple, parce qu'on avait commencé à parler du droit de la famille, vous avez plein d'autres décisions où, par exemple, vous avez une décision d'un juge qui a autorisé une femme à voyager avec ses enfants malgré le refus de son ex-mari. D'accord? Donc, vous avez aussi ce rôle d'anticipation de la jurisprudence qui, des fois, essaye de changer la tendance des décisions et essayer de marquer une rupture. Et le juge dit, je vais me fonder sur peut-être un droit supranational auquel le Maroc a adhéré pour essayer de procéder à un revirement de jurisprudence. Parfois, ce revirement, il est unique. Il n'y a personne d'autre qui ose aller dans la continuité. Parfois, il y en a beaucoup qui s'engouffrent en disant bah, si lui il a pris cette décision-là, il s'est fondé sur des textes de droit, mais moi je vais essayer de continuer. Et c'est comme ça que vous avez un mouvement jurisprudentiel. Et pour ça, vous avez le commentaire d'article pour vous permettre de faire cette analyse. Alors le commentaire d'arrêt, c'est l'exercice incontournable pour les étudiants en droit. C'était l'exercice qui nous terrorisait à la faculté parce que tu espérais toujours que l'examen, ça porte sur un cas pratique ou sur par exemple, une question de cours. Et tu te disais, mais pas le commentaire d'arrêt. Parce que le commentaire d'arrêt, c'est un exercice qui est... j'ai l'impression, pour vous l'imager, vous connaissez l'équilibriste. Il marche sur un fil, une corde. Mais c'est ça le commentaire d'arrêt. Pourquoi? C'est pas un cas pratique. C'est pas une dissertation.
D'accord? C'est pas un commentaire de texte. C'est pas une opinion. D'accord? C'est vraiment un exercice atypique et c'est uniquement les juristes qui font cet exercice. Donc c'est pour ça que je dis que cet exercice est singulier et spécifique aux juristes. Aussi, il faut faire attention quand tu fais le commentaire d'arrêt. Il y a des gens qui prennent l'arrêt et qui commencent à commenter l'arrêt phrase par phrase, mot par mot. Il ne faut pas paraphraser. D'accord? La paraphrase n'a pas sa place dans le commentaire d'arrêt. Il ne faut pas aussi tomber dans l'extrême. Ça veut dire que je vais prendre le cas et ensuite, je vais commencer à déballer mon cours et faire un plan qui sera fondé sur le cours que j'ai appris. Pas du tout. Il faut à la fois que je reste collé à l'arrêt et en même temps, je dois donner des notions théoriques. Et en même temps, je dois analyser. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un exercice d'équilibriste. Donc, pourquoi? Ni cas pratique, ni question de cours, ni dissertation. Et malheureusement, les étudiants tombent très facilement dans la dissertation. Parce qu'on va voir que le commentaire d'arrêt, il faut l'organiser, il faut le structurer, il faut faire deux plans. Un plan avec deux parties et deux sous-parties. Et en général, au fur et à mesure de la rédaction, tu sens que l'étudiant se détache de l'arrêt, de la décision de justice. Et en fait, il fait que faire une dissertation ou il débite du cours. Quelle est la finalité de cet exercice? Quelle est la finalité du commentaire d'arrêt? Donc l'étudiant, il doit montrer sa compréhension d'une décision de justice. Donc ça veut dire, pas je connais mon cours, mais j'ai lu la décision et je l'ai compris et j'arrive à mettre la décision dans mon cours. C'est comme ça que vous devez le voir. Je mets ma décision dans le cours et je mets aussi ma décision au regard de toutes les décisions qui étaient rendues dans le même cas d'espèce. Et aussi, je mets aussi la décision dans son environnement. Donc, toujours rester par rapport à la décision. Oui, j'ai besoin d'expliquer certaines notions, mais je dois coller à l'arrêt. Cette phrase, toujours, le professeur nous le disait quand j'étais étudiante, il me disait coller à l'arrêt. C'est-à-dire que vous devez toujours rester collé à l'arrêt, sinon vous risquez à tout moment le hors-sujet. Également, quand je fais un commentaire d'arrêt, il faut que j'ai un esprit critique. Si je vois que le juge il s'est aventuré sur des dispositions qui, à mon sens, n'étaient pas... il aurait pu se baser sur d'autres textes, je dois le dire dans le commentaire. D'accord? Oui, il s'est fondé sur tel article, mais il pouvait se fonder sur un autre. Et au regard des faits de l'espèce, peut-être que le juge a mal qualifié. D'accord? Ça, parce qu'on va voir que les juges de la Cour de cassation ne regardent pas les faits. D'accord? Ils ne reviennent pas sur les faits. Ils reviennent uniquement sur l'application du droit. Par exemple. Donc l'étudiant, quand il fait un commentaire d'arrêt, en quelque sorte, il fait de la doctrine. D'accord? Il fait de la recherche. Donc lui aussi, il contribue à la recherche en droit et surtout, il apporte un nouveau regard, un regard critique sur une décision de justice. Et donc voilà, et pour cela, il va se fonder à la fois sur la décision de justice par rapport au cours qu'il a appris, l'étudiant, par rapport à ses notions, par rapport aussi à l'ancienne jurisprudence. Est-ce que c'est un arrêt de principe? Est-ce que c'est un revirement de jurisprudence? C'est-à-dire qu'il va à l'encontre de tout ce qui a été décidé avant? Ou au contraire, c'est un arrêt qui est dans la tendance qui a toujours été celle, par exemple, de la Cour de cassation pour ce type de cas. Alors, pour faire un commentaire d'arrêt, il y a un travail préalable qui est important à faire. C'est-à-dire que je ne me jette pas directement dans la rédaction du commentaire d'arrêt. Il y a un travail qui est beaucoup plus important que la rédaction. Donc, je dois passer plus de temps à préparer qu'à rédiger. Déjà, il faut comprendre et cerner le sujet. Donc là, j'étais dans le cas, par exemple, droit de la famille. Il faut que je recontextualise tout le cours que je connais, par exemple, en droit de la famille. Ensuite, il faut relire plusieurs fois le libellé, en fait, le visa de la décision, jusqu'à que tu puisses avoir une compréhension de la décision de justice. Quand j'arrive pas à comprendre
une définition, je sais, là je suis en examen par exemple, je ne vais pas avoir accès au cornu qui est le vocabulaire juridique ou un livre de vocabulaire juridique. Mais je vais quand même faire. Ensuite, je vais essayer de faire une frise chronologique. D'accord? Aussi parce que j'ai besoin de savoir quelle est l'évolution en fait des faits. Est-ce que par exemple la décision a été rendue à une certaine époque? Est-ce qu'il y a eu d'autres arrêts qui sont arrivés juste après? J'essaye de contextualiser l'arrêt dans le temps. Aussi, pour comprendre, je dois aussi faire une frise chronologique par rapport aux faits de l'espèce. On va voir que par exemple dans un arrêt de cour de cassation, dans la décision, l'arrêt il contient un petit résumé des faits. Et bien ce petit résumé-là, je dois le mettre dans la frise chronologique pour ne pas m'embrouiller et connaître vraiment la chronologie des faits. Aussi, j'aurais besoin de la chronologie pour la procédure. Parce qu'un arrêt qui arrive en cassation, c'est qu'avant, il y a eu quoi? Avant d'arriver à la cour de cassation, il y a quoi? La cour d'appel, très bien. Et avant, il y a eu tribunal de première instance. D'accord? Donc ça aussi, j'ai besoin de cet historique à la fois des faits et un historique de la procédure. Et ensuite, donc, je vais commencer à faire ce qu'on appelle la fiche d'arrêt. La fiche d'arrêt, c'est vraiment le cœur, c'est l'introduction du commentaire d'arrêt. Je dois commencer par ce commentaire d'arrêt pour ensuite faire le développement, c'est-à-dire les deux parties et les deux sous-parties du commentaire. Alors, les questions qui sont préalables à l'étude d'une décision de justice. Donc ça, c'est des questions standards. Si vous avez une décision de justice, vous devez vous poser la question de savoir de quelle juridiction émane cette décision. Qui rend des arrêts? La cour d'appel, la cour de cassation. Le tribunal de première instance ne rend que des jugements. D'accord? Donc la cour d'appel, la cour de cassation rendent des arrêts. Les tribunaux de première instance rendent des jugements. Attention, il ne faut pas confondre. Donc si vous devez commenter un jugement, si on vous dit un jugement dans le commentaire d'arrêt, dans le jugement, dans la décision, dans l'arrêt, on vous dit il y a un jugement, sachez que c'est la première instance. Si on vous dit c'est un arrêt, c'est un arrêt. Vous allez avoir de toute façon cour de cassation, cour d'appel, arrêt. Ensuite, faire l'historique. Parfois, vous avez des types de décisions qui, par exemple, sont rendues en première instance. Il n'y a pas d'appel. Il y a directement la cassation. C'est par exemple le cas, vous avez vu les juridictions de proximité. Mazel touche l'organisation judiciaire. Mazel, ok. Alors, il y a des juridictions de proximité pour les petites affaires. Les affaires qui sont inférieures à 5 000 dirhams. Donc, ces affaires-là, tu ne peux pas faire appel. Parce que le montant, il est minime. Par contre, tu peux aller en cassation. Ensuite, quand vous faites votre étude, il faut vous demander qui est le demandeur. Qui est le défendeur? Parce que quand il y a une procédure judiciaire, il y en a toujours un qui va introduire l'instance et il y en a toujours un qui va subir. Donc celui qui subit, c'est le défendeur. Celui qui lance l'action, c'est le demandeur. Et il faut savoir que le demandeur et le défendeur, ils sont pas toujours les mêmes à chaque degré de la procédure. Donc vous pouvez avoir quelqu'un qui est demandeur en première instance, qui devient défendeur devant la cour d'appel parce que le défendeur a interjeté appel, donc il est devenu ce qu'on appelle l'appelant, et l'autre, il est devenu le défendeur, il est devenu l'intimé. Ça aussi, c'est le vocabulaire de la procédure. Donc, devant la cour d'appel, le défendeur, c'est l'intimé. Le demandeur, c'est l'appelant. Devant la cour de cassation, celui qui est le demandeur, on l'appelle le demandeur au pourvoi. Celui qui est le défendeur, c'est le défendeur au pourvoi. C'est-à-dire qu'il subit l'action devant la cour de cassation. Donc ça aussi, c'est un vocabulaire à mettre dans votre commentaire d'arrêt. Oui, comme ça, vous identifiez qui était qui au moment de la procédure. C'est un historique à faire.
Ensuite, dire quel est le fondement, sur quoi s'est fondée la personne pour agir en justice. C'est ce qu'on appelle la demande introductive. Donc, pourquoi la personne, elle a agi en justice. Quels sont les arguments de fait et de droit qui vont appuyer sa demande? Ça aussi, c'est important à identifier. Pourquoi il a introduit la demande? Pourquoi l'autre, il a interjeté appel? Pourquoi l'autre, il a formé un pourvoi en cassation? Et quels sont les arguments de l'autre partie? Quels sont ses moyens de défense? Et quand vous faites tout ça, vous allez aussi vous intéresser aux problèmes de droit. Quel est le problème qui va apparaître de cette situation? Donc ça aussi, c'est des études que vous allez faire préalablement. L'arrêt, vous allez lire et relire plusieurs fois. Vous allez aussi utiliser des codes couleurs pour essayer de délimiter ce qui relève des faits, ce qui relève de la procédure et ce qui relève des arguments des parties. Il ne faut pas mélanger. Parce que des fois, l'arrêt, il fait une page et il contient énormément d'informations. Il faut juste découper. Rappelez-vous ce qu'on avait dit dans Descartes, quand c'est trop compliqué, eh ben, je vais séquencer, je vais découper pour mieux comprendre. D'accord? Et aussi, à la fin, vous allez identifier qui a gagné, qui a perdu le procès devant la Cour de cassation. La fiche d'arrêt, c'est un truc qu'on fait au début. Elle va vous aider à y voir plus clair. Et plus vous êtes rigoureux dans cette fiche d'arrêt, et moins vous allez tomber dans le hors-sujet quand vous allez faire les développements. Première chose, quand je regarde l'arrêt, il faut que je qualifie les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais faire un petit résumé des faits. D'accord? Quelques lignes qui vont résumer les faits. Qu'est-ce qui s'est passé entre le demandeur et le défendeur? Quels sont les faits qui ont amené cette procédure? Deuxième chose, on va faire l'historique de la procédure. Ce qu'on a vu, qui a commencé exactement, qui a commencé, qui a introduit l'instance, qui est demandeur-défendeur, ensuite devant la cour d'appel, qui est l'appelant l'intimé, cour de cassation, qui est le demandeur au pourvoi et le défendeur au pourvoi. Ensuite, ils sont devant la cour de cassation, j'ai envie de comprendre quelles sont les prétentions des parties, c'est-à-dire que veut la personne qui a introduit la demande devant qui a introduit, le pourvoi en cassation. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut être indemnisé? À quel montant? Qu'est-ce qu'il demande qu'est-ce qu'il demande comme qualification? Qu'est-ce qu'il veut? D'accord? L'autre partie, quels sont ses moyens de défense? Qu'est-ce qu'il demande? Donc les prétentions des parties, ce que veut le demandeur et ce que veut le défendeur. Et en fait, vous allez avoir une petite opération mathématique à faire à ce moment-là. La différence des prétentions entre le demandeur et le défendeur va vous donner quoi? Le problème de droit. C'est la différence des deux prétentions qui vont vous donner de manière mathématique le problème de droit. D'accord? Il va apparaître, je n'ai pas envie de dire presque par magie, mais c'est vrai, parce que c'est le point de vue du demandeur contre celui du défendeur. Donc, c'est une opération, c'est une soustraction. Ça va vous donner le problème de droit. La solution de droit, c'est pas de dire la Cour de cassation a décidé, a rejeté. D'accord? Vous savez très bien, la Cour d'appel, soit elle casse et elle annule, soit elle rejette. La solution, ce n'est pas de dire la Cour de cassation annule, ou la Cour de cassation rejette. Ce qu'il faut dire, c'est quelle est la réponse à la question que vous avez posée. Je ne sais pas, peut-on se fonder, je reprends l'arrêt de tout à l'heure, la décision, pardon, peut-on se fonder sur la Convention de New York en matière de pension alimentaire pour un enfant illégitime ou naturel? Est-ce que cette disposition, cette convention internationale n'entre pas en contrariété avec le droit interne, même si elle fait partie des conventions internationales que le Maroc a signées? Quelle est la place de la convention internationale en matière de droits de l'enfant et surtout en matière de reconnaissance des droits des enfants dits naturels?
Vous allez répondre à la solution, vous allez dire oui, le juge a reconnu la validité de la convention, de sa primauté par rapport au droit interne, et il a considéré que son application était quasi automatique du fait de la primauté du droit international sur le droit interne. Donc, je n'ai pas cherché à enlever la solution, simplement à la réduire à est-ce que le juge a annulé ou est-ce que le juge a refusé la demande. Par exemple, si c'est un jugement de première instance, est-ce que le juge a accédé aux prétentions du demandeur? Dans cette espèce, oui. D'accord? Il ne faut pas dire oui, annule ou le juge a décidé. Non, il faut répondre à la question qu'on a posée. Alors, les arrêts de la Cour de cassation, que ce soit en France ou au Maroc, par exemple, parce que la plupart du temps, les arrêts qu'on commente, c'est des arrêts de cassation. D'accord? Il faut savoir que la Cour de cassation, elle n'entre pas dans les faits. Elle fait un résumé des faits dans les arrêts, mais c'est tout. Elle ne rentre pas dans le détail. Elle donne simplement sur quoi se sont fondés les juges. C'est pas une juridiction de 3e degré. D'accord? C'est la Cour de cassation. C'est un autre niveau de juridiction. C'est le 1er degré et le 2e degré. On dit qu'on a le double degré de juridiction au Maroc et même en France. La Cour de cassation, ce n'est pas un 3e degré. Il ne revient pas sur les faits d'espèce. Il revient simplement sur l'application du droit. Donc, c'est pour ça qu'on fait des commentaires d'arrêt sur comment on appelle ça, sur les décisions de la Cour de cassation. Donc, les juges de la Cour de cassation, ils reprennent uniquement les faits de manière sommaire, comme ce qui a été apprécié. Ils restent figés à l'appréciation des juges de la Cour d'appel. D'accord? S'il y a des nouveaux faits et tout ça, c'est pas de la c'est le juge de la Cour de cassation, il n'en tient pas compte. Il se fonde sur les faits qui sont figés par les juges de la Cour d'appel. Les faits, ils sont regroupés au début, donc vous n'aurez pas de problème à les identifier. Ils sont toujours au début. La procédure également est au début. Donc, vous avez les faits dans un arrêt et ensuite, vous avez la procédure. Ça arrive après. C'est pour ça que je conseille aux étudiants d'avoir des stylos, des stabilos, des fluos pour clairement délimiter ce qui relève des faits, ce qui relève de la procédure. Et ensuite, une 3e couleur pour les prétentions des parties. Alors, les prétentions des parties, c'est les moyens. Donc, un moyen, c'est un argument. Donc, celui qui forme un pourvoi en cassation, il va présenter des moyens. Et ces moyens, ils vont être divisés en branches. D'accord? C'est des sous-arguments, en quelque sorte. Et la Cour de cassation, elle va rendre sa décision uniquement sur les moyens qui ont été présentés par le demandeur. Il ne va pas aller au-delà de ce qui a été demandé. D'accord? Uniquement les moyens qui sont présentés. Il répond uniquement aux moyens présentés par le demandeur. Donc, chaque moyen va effectuer une reprise de la disposition qui a été critiquée. Voilà, il va dire, vous avez fondé cette décision devant la Cour d'appel sur tel argument. Eh bien, moi, je vous montre le contraire. C'est comme s'il présente des contre-arguments à ce qui a été décidé devant la Cour d'appel. Alors, il faut savoir qu'il y a 9 cas d'ouverture de cassation, ça veut dire 9 cas qui entraînent la cassation des arrêts, ça veut dire qu'ils sont annulés, la violation de la règle de droit, l'incompétence, l'excès de pouvoir, tout ce qui concerne les violations de la procédure, la contrariété de jugement, le défaut de motif, le défaut de base légale, c'est ce qu'on voit souvent, et la dénaturation. Mais ça, c'est pas très grave. Ce qu'on doit retenir, c'est la construction du plan du commentaire d'arrêt. Donc, le plan, il émerge avec les prétentions des parties et aussi les problèmes qui vont être soulevés du fait de cette différence des prétentions des parties. Donc, je ne tombe pas dans la dissertation, mais il faut que j'essaye de tirer des principes généraux
que j'applique en quelque sorte à l'arrêt. Donc le commentaire, ça demande une analyse et de comprendre la portée de la décision, jusqu'où va aller cette décision. Également de montrer est-ce que cette décision, par exemple, elle est nouvelle ou au contraire c'est un revirement. Donc si c'est un revirement, il faut que je parle de l'ancienne jurisprudence, sur quoi se fondaient les juges, par exemple. Pourquoi ce revirement? Peut-être qu'il y a une nouvelle conception, il y a l'évolution du temps, le changement des mœurs, par exemple. Vous avez plein de choses à dire. Le commentaire d'arrêt, c'est une introduction. L'introduction, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais commencer par une phrase d'accroche. Je vais mettre la Cour de cassation a rendu un arrêt de telle date. Ou dans un arrêt de telle date, la Cour de cassation s'est penchée sur les cas des enfants naturels et de la reconnaissance de leurs droits financiers et patrimoniaux. Par exemple, je vais commencer par une phrase comme ça. Ensuite, je vais mettre la fiche d'arrêt avec les 5 points qu'on a vus tout à l'heure. Oui? Avant? De principe, je reviendrai sur ça. L'attendu de principe, alors dans la structure, c'est dommage que j'ai vraiment pas le temps de faire ça vraiment avec vous. C'est que je peux vous amener un arrêt et vous montrer comment il y a le dispositif, d'accord, sur quoi sont fondées est fondée la décision. Il y a un article aussi qui vise sur quoi s'est fondée la décision. Quel article a été choisi pour l'arrêt, d'accord? Et l'attendu de principe, c'est la décision qui a été rendue par les juges de la Cour de cassation. Parce qu'au début, qu'est-ce qu'ils font? Quelqu'un a fait une demande, donc il a présenté des arguments. Donc à ce moment-là, les juges, qu'est-ce qu'ils font? Ils présentent les arguments du demandeur. Et ensuite, la Cour de cassation répond aux arguments qui ont été présentés par le demandeur. Et à la fin, il y a l'attendu de principe où elle donne sa décision. Donc quand quelqu'un, je répète, quand quelqu'un en fait fait un pourvoi en cassation, il présente des arguments, il se met les moyens. Ces moyens-là, ils vont être présents dans la décision, dans l'arrêt de la Cour de cassation. Parce que ces arguments-là, les juges vont y répondre. Ils vont y répondre. Ils vont lui dire, est-ce que cet argument, il est bon ou cet argument, il tient ou pourquoi cet argument, il ne tient pas. Et à la fin, ils vont statuer. Et à ce moment-là, ils vont dire soit que effectivement, au regard de l'application, l'enfant n'avait pas, par exemple, c'est passé en cassation l'affaire de la pension alimentaire. Au regard du droit marocain, l'enfant légitime n'a pas le droit à la prestation. On dit par exemple que le demandeur, c'est le père naturel de l'enfant. La Cour de cassation lui répond, par exemple, que effectivement, elle accueille ses arguments, elle accueille ses moyens, et que ensuite, effectivement, pour prendre cette décision, elle aussi, elle doit se fonder. Elle doit dire, effectivement, le droit marocain ne reconnaît pas le droit à la pension alimentaire pour les enfants naturels. Elle peut mettre toute la jurisprudence qui a été rendue avant. Voilà, elle va expliquer pourquoi elle a rendu cette décision et c'est dans l'attendu de principe. D'accord, ok. Ensuite, donc, je prends ma petite fiche d'arrêt que j'ai fait, les 5 points. Qualification des faits, procédure, prétention des parties, solution, problème de droit, solution. Je la mets ensuite, je la colle, je la mets dans mon introduction. Et bien évidemment, à la fin, je fais quoi? Une annonce de plan. Voilà, je dis, je verrai dans telle partie que l'enfant naturel, par exemple, ne dispose pas de droit, l'enfant naturel ne dispose pas d'une filiation. Peut-être première partie. Deuxième partie, la filiation entraîne l'absence de droits patrimoniaux et financiers, par exemple. J'ai décomposé le problème en 2 parties. Dans la première partie, là je le fais avec vous, c'est juste un sujet qu'on a
soulevé comme ça, j'ai pas préparé. Dans la première partie, on va dire que l'enfant n'a pas de filiation. Qu'il a uniquement la filiation par rapport à qui? Par rapport à sa mère. Ensuite, il n'a pas le droit de demander la reconnaissance ou la filiation, ou il doit au préalable, avant de demander, au préalablement avant de demander peut-être la pension alimentaire, qu'est-ce qu'il doit demander? La reconnaissance de paternité, qui va lui permettre d'avoir, on serait dans le premier pas, et de dire que effectivement le juge n'est pas en contrariété avec le droit, puisque d'abord au préalable, c'est une question préalable, avant de déterminer le droit à la pension alimentaire, peut-être qu'il faudrait déterminer la filiation. Et donc la filiation, il y a tout un parcours, test ADN et tout ça, que la législation marocaine s'est adaptée, que peut-être que dans ce cas-là, il n'y a pas eu, d'accord? Et que peut-être que si toutes ces conditions étaient réunies, peut-être que le juge aurait statué autrement. Je reste collé à l'arrêt. Dans la deuxième partie, l'exclusion des droits patrimoniaux. D'accord? Et là, vous pouvez encore critiquer les difficultés. Vous allez parler du fait que, effectivement, comme il n'a pas eu cette reconnaissance, il est exclu des droits patrimoniaux. Vous expliquez que les enfants légitimes, ils ont le droit le droit d'héritage, le droit à la subvention, ils ont l'état civil et tout ça. Même si maintenant, aujourd'hui, il y a le droit à l'état civil. Ok. Dans le 2B, donc là, dans le grand B de la deuxième partie, bah, peut-être qu'à ce moment-là, vous pouvez ouvrir le sujet sur la conformité de la décision peut-être de première instance avec le droit international, et que peut-être que cette décision de la Cour de cassation, elle est en contrariété avec le droit international, que le Maroc est signataire de ces conventions, que cet attendu de principe, en fait, n'a fait que remettre l'enfant dans l'état où il était avant, qu'il n'y a pas eu de changement en réalité. D'accord? Vous avez compris? J'essaye d'expliquer l'arrêt, mais aussi de le mettre dans le contexte de la réalité sociale, de la jurisprudence, et aussi par rapport aux autres textes et par rapport au droit conventionnel. Alors, les incontournables, la rédaction. Donc ça aussi, ça peut vous aider. L'introduction, commencer par un adage, des citations. Vous inquiétez pas, on fera une séance, la dernière séance. Peut-être que je la ferai en ligne. Je poserai une vidéo sur la culture juridique. D'accord? Je ferai des citations et tout ça. Donc, comme ça, vous allez avoir un peu de bagage culturel juridique. Vous allez apprendre des adages. Et ça fait toujours bien de connaître ces adages pour pouvoir les mettre dans des travaux, dans des dissertations, dans des commentaires. Il faudra rédiger la fiche d'arrêt. Ensuite, n'oubliez pas les annonces de plan. Quand vous rédigez, il faut annoncer le plan. Donc, il y a ce qu'on appelle des chapeaux. Donc, entre la première partie et le grand A, vous allez annoncer le plan du grand A et du grand B. Aussi, n'oubliez pas de faire des transitions. On ne passe pas du coq à l'âne. Il faut quand même amener votre lecteur à chaque partie. Transition entre le A et le B, transition entre la première partie et la deuxième partie. La conclusion n'est pas obligatoire dans le commentaire d'arrêt. D'accord? Donc, c'est pas obligatoire. OK? Alors là, on va parler d'un autre exercice qui, je trouve, est bien adapté pour les étudiants de droit ici au Maroc. C'est un exercice qui a été inventé par Jean-Sylvestre Berger. C'est un professeur de droit qui est remarquable en France, qui a fait des ouvrages sur la méthodologie. Et il a créé cet exercice de toutes pièces. C'est lui qui l'a inventé. Alors lui, il va commencer en fait par un exercice qui est ni une question de cours, ni un commentaire de texte. D'accord? En fait, il va partir d'une notion et il va vous demander de l'expliquer et d'argumenter. Donc, c'est un exercice d'argumentation. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de vérifier si l'étudiant il a appris son cours.
d'une part. Deuxième, dans un premier temps, vérifier qu'il a appris son cours. Et aussi vérifier s'il est capable de réfléchir et d'argumenter. Vérifier son raisonnement, s'il est optimal ou pas. Alors, c'est une forme élaborée de questions de cours avec un exercice d'argumentation. C'est comme ça que je le perçois. Et aussi, ça demande une capacité de synthèse, d'accord? Parce que vous n'allez pas pouvoir tout débiter votre cours. Il faudra synthétiser, il faudra sélectionner l'information qui est pertinente que je vais devoir mettre. Mais aussi, je vais faire une analyse critique. Je vais peut-être faire un raisonnement principe-exception, pour ou contre. D'accord? Donc ça, c'est aussi l'objectif, c'est de développer cet esprit critique de l'étudiant. Alors, je vous donne un exemple. Le contrat est formé par le consentement des parties. Ça commence par une affirmation. J'affirme que le contrat est formé par le consentement des parties. Effectivement, s'il n'y a pas de consentement, le contrat, il est nul. C'est ce qu'on appelle l'erreur, le dol ou la violence. Mais est-ce qu'il peut y avoir un contrat sans le consentement de la partie, sans qu'elle soit d'accord? Le contrat d'adhésion, en fait, le contrat, il est déjà fait par la partie forte. Exactement, tu as raison. C'est le cas notamment du consommateur. Exactement, le consommateur, on est tous des consommateurs. Quand vous allez acheter, vous allez prendre un abonnement de téléphone. Est-ce que vous avez la possibilité de négocier les clauses? Non, vous remplissez, vous signez simplement. Vous n'avez pas la possibilité. Le consentement, vous êtes consentant pour comment on appelle ça? Pour faire le contrat, mais vous n'avez pas le consentement total concernant les dispositions à l'intérieur. C'est à prendre ou à laisser. Donc oui, en fait, on serait plus entre le consentement et le devoir d'information. Il y aurait une partie forte, une partie faible. Et c'est là où commence le commentaire d'affirmation. Donc lui, il dit oui, mais il y a des contrats où mon consentement, il n'est pas totalement pris en compte, où mon consentement, il est biaisé, où mon consentement, je ne peux pas pleinement le manifester. C'est pas forcément que je suis dans une situation, j'ai été victime d'erreur ou de dol, mais par exemple le cas du consommateur qui n'est pas en mesure de négocier toutes ces clauses. Ou par exemple le salarié, pareil, quand vous êtes salarié, vous avez un contrat qui vous est déjà donné. Vous n'avez pas la possibilité de négocier les clauses qui sont à l'intérieur. C'est un contrat d'adhésion. Donc quand je n'ai pas la possibilité, ça peut remettre en cause le consentement de la personne. Vous avez également le cas de la personne qui fait un contrat pour quelqu'un d'autre. Ce qu'on appelle la stipulation pour autrui. Je fais un contrat pour quelqu'un d'autre. La personne, elle n'est pas consentante. La personne, elle n'est pas au courant. Pourtant, j'ai fait un contrat pour elle. C'est le cas notamment de quoi? L'assurance, exactement. L'assurance vie. L'assurance, quand quelqu'un souscrit une assurance vie pour ses enfants, d'accord, il met ses enfants comme étant des bénéficiaires. Ils deviennent créanciers dans le contrat. Pour autant, ils n'ont pas donné leur consentement. Donc ça, c'est un exemple où il y a une affirmation. Vous pouvez commencer en disant effectivement, le droit exige le consentement des parties, que s'il n'y a pas de consentement, c'est la nullité du contrat. Les vices du consentement, on a le dol, la violence, l'erreur. En fait, c'est la conséquence. Par exemple, quand il y a un prix qui est déséquilibré, il y a une récision pour lésion. Exactement. On avait vu ça l'année dernière. Très bien. Oui. Ça n'a aucune valeur. Non. Pour tout le monde. Non. Non. Vous allez voir que dans la pratique, en fait, il y a des formes de... Il y a des anomalies qui se font et qui se répètent, des pratiques, mais qui n'ont aucun fondement juridique. Par contre, ce que, par exemple, quelqu'un peut te donner, c'est une notice d'information à signer. Effectivement, pour que la personne, elle se décharge de son obligation d'information. Je te donne l'exemple d'un médecin
qui va opérer quelqu'un, il va lui donner une espèce de notice en lui disant « Vous êtes au courant que vous avez des risques, vous avez été informé par le médecin que… » Voilà. Pour se décharger de son obligation d'information qui est posée par la loi, eh ben, il va te faire signer. Mais la mention « lui est approuvé », ça n'a pas grande valeur. Non. Alors aussi, le commentaire d'affirmation, je vais faire une problématique toute simple et ensuite je vais argumenter pour ou contre, ou je vais essayer de faire principe, exception. Je vais essayer de dire, je vais temporiser mes propos et je vais expliquer que dans certains cas, le consentement n'est pas forcément requis pour certains cas et que ce postulat n'est pas forcément vrai. OK? Alors on va terminer avec le cas pratique. Alors le cas pratique, c'est l'exercice qui, en quelque sorte, vous met en situation. Vous êtes consulté, vous êtes un avocat, on vous demande comment résoudre ce problème. Donc ça part toujours d'une situation fictive ou réelle. Donc c'est un exercice pratique. Les étudiants sont moins stressés face au cas pratique qu'aux commentaires d'arrêt. Première chose, on retrouve la qualification des faits. Au début, on va avoir un récit. Et ce récit va être rédigé d'une manière que tu as l'impression, en fait, c'est quelqu'un qui parle. Donc, si c'est quelqu'un qui parle, il n'a pas forcément le langage juridique. Donc, à ce moment-là, toi, tu vas faire une opération de traduction. Quelqu'un te dit, oui, j'ai été renversé par la voiture, j'étais en train de marcher sur le passage piéton, il a dévié et tout ça. Toi, tu vas avoir beaucoup d'informations. Tu devras également sélectionner l'information qui est pertinente. Je me suis fait renverser quand j'allais aller chez ma grand-mère. Je suis passé par une route alors que non, je ne devais pas la prendre. Donc le cas pratique aussi, il noie l'étudiant dans de l'information. Quelle est l'information qui est pertinente et celle qui ne l'est pas? Donc c'est à vous de le faire dans le cas pratique. Et les profs adorent mettre des pièges. D'accord? Ils mettent des petits pièges comme ça en mettant plein d'informations pour essayer de voir si l'étudiant il arrive à extraire l'information qui est pertinente. Donc, dans notre cas, il s'est fait renverser par la voiture. Qualification, accident de la circulation. Un véhicule impliqué. Application de la loi sur les accidents de la circulation de 1984. Implication, personne blessée. Le conducteur, je ne sais pas, il était en état d'ébriété, la police a constaté. Bref, circonstances aggravantes. D'accord? Donc là, vous qualifiez les faits, accident de la circulation. Pareil, il faut faire une chronologie. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on en avait parlé. Pareil, dans le cas pratique, des fois, on vous noie avec l'information et des fois, il y a des informations qui se superposent. Par exemple, si le professeur veut vous amener sur un cas pratique qui concerne l'application de la loi dans le temps. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui a commis une infraction, entre-temps, il y a une nouvelle loi qui est passée. Une loi qui est plus favorable que l'ancienne. Quelle est la loi qui va être applicable? La plus douce, vous l'avez vu avec monsieur professeur Idrissé. Non? Mais pourquoi il fait ça, lui? Constite? Mais non, mais ça se fait pas en constite. Ouais. Ok, d'accord. Très bien, je pensais que vous avez fait ça en introduction à l'étude du droit. Donc, là, à ce moment-là, je vais vérifier la chronologie des faits, la chronologie de l'infraction et également quand est-ce que l'autre loi entre en vigueur. Donc, la personne, en fait, qui fait le cas pratique, elle se met en situation comme si elle était un avocat ou si elle était juge, par exemple. Donc, il devra coller aux faits de l'espèce, il ne peut pas rajouter des faits, il ne peut pas envisager d'autres situations, il ne peut pas extrapoler, il est limité par le cadre qui a été fixé dans le cas pratique. Uniquement les faits évoqués dans le cas pratique. Je ne peux pas extrapoler. Oui, il marchait, mais il pensait à autre chose. Peut-être c'est de sa faute, il n'a pas regardé. Non, je me limite uniquement aux faits de l'espèce et j'extrapole pas. Alors, la démarche du cas pratique. Pareil. Je vais devoir faire une analyse des faits. Je dois les qualifier. Je dois montrer également
le problème de droit, je dois trouver la règle de droit applicable et je dois attraper cette règle de droit. Pourquoi je vais vous dire je vais l'attraper? Parce que des fois, tu as plusieurs dispositions qui se ressemblent et tu te dis bah, c'est laquelle qui va matcher avec mon cas d'espèce. Donc voilà, vous avez une méthode qui est quand même assez rigoureuse. La première phase du cas pratique, c'est la préparation, la lecture du sujet et vraiment, faut vraiment faire attention aux faits, parce que vous pouvez vite tomber dans le hors-sujet si vous ne prenez pas la mesure de ce qui vous est demandé dans le commentaire d'arrêt, dans le cas pratique. Alors ça, c'est la méthodologie, c'est la démarche que vous devez suivre, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Première chose, vous sélectionnez les faits. Il y a des faits qui ne sont pas importants. Surtout le prof, des fois, il veut vraiment vérifier que vous avez bien sélectionné les faits qui étaient importants. La qualification juridique des faits. Mais en fait, la première et la deuxième, vous pouvez la fusionner. Vous pouvez faire directement résumé et qualifié en même temps. Ensuite, vous déterminez le problème de droit ou les problèmes de droit. Quatrième point, vous devez identifier les règles de droit qui sont applicables. Et ensuite, vous prenez cette règle de droit et vous l'appliquez à l'espèce. Par exemple, si une disposition a dit qu'il faut 3 conditions, vous allez ensuite démontrer qu'effectivement, les 3 conditions sont réunies dans le cas d'espèce. L'organisation du cas pratique. Alors, il y a des questions qui doivent être résolues au préalable avant toute chose. Je vous donne un exemple. Vous devez toujours résoudre, si par exemple dans le cas pratique, on vous dit la personne désire aller au tribunal suite à cet accident, quels sont les droits qu'elle peut obtenir suite à cet accident? Si elle dit, si il est question d'aller au tribunal, il faut régler d'abord ce qu'on appelle la compétence juridictionnelle. Quel est le tribunal compétent? Exactement, oui. Est-ce que c'est le tribunal, voilà, c'est le tribunal de première instance, d'accord? Il y a une section au tribunal, section qui s'appelle les accidents de la circulation, d'accord? Donc, vous allez vous déterminer quelle est la juridiction qui va être applicable. Ensuite, vous allez déterminer le droit applicable. Rappelez-vous toujours de ça. Toujours la compétence avant la loi. Toujours compétence avant la loi. Toujours déterminer quel est le juge compétent avant de rentrer dans le fond de l'affaire. L'introduction, pareil, vous allez faire un résumé des faits. Vous allez annoncer également le plan parce qu'il y a des problématiques. Par exemple, vous allez dire, nous allons traiter de la compétence en matière d'accident de la circulation. Ensuite, vous allez dire quelle est la responsabilité au regard de la loi de 1985 et vous allez faire une application à chaque partie. Vous allez, pour chaque problème, vous allez faire une application à l'espèce. D'accord? La procédure que vous avez vue tout à l'heure, vous allez l'appliquer pour chaque situation. Il faudra faire un plan pour le cas pratique. D'accord? Vous ne pouvez pas faire le cas pratique en disant un bloc comme ça. Non, il faut argumenter. Chaque problème, il faut lui trouver la règle de droit qui sera applicable. Chaque développement, il faut qu'il soit sur ce modèle-là. La règle de droit applicable, l'application de la règle aux faits, et la solution au problème de droit. D'accord? Toujours, la règle de droit, vous la prenez et vous vérifiez si elle match avec exactement. Si ça match avec les cas de l'espèce. Et aussi, ça va vous démontrer si vous n'avez pas fait une erreur. Ah ouais, on n'a plus le temps là? Ok, on terminera ça la semaine prochaine.